On a soulevé la dalle et la tombe était intacte. Enquête du patrimoine. C'est une bonne situation, ça, Scribe. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Rubricaine Histoire Braise, Enquête du patrimoine. Le podcast qui parle de celles et ceux qui valorisent le patrimoine en Bretagne. Je suis Louane Josserand et avec Marie Mouchou et Axel Gérin, nous allons poursuivre cette découverte de la médiation culturelle, c'est-à-dire de ceux et celles qui font le lien entre le patrimoine et le public. Donc pour cet épisode, nous allons aborder une médiation spécifique qui est la médiation en archéologie. C'est pourquoi nous avons la chance de recevoir 3 professionnels d'une institution dont vous avez peut-être déjà entendu parler, l'INRAP, l'Institut national de recherche archéologique préventive. Autour de cette table se trouve Sandrine Lalin. Bonjour Sandrine. Bonjour. Alors Sandrine, vous êtes chargée du développement culturel et de la communication. Ensuite, à vos côtés se trouve Stéphane Blanchet. Stéphane, vous êtes archéologue, bonjour. Oui, bonjour. Et enfin, nous terminons avec un métier qui est peut-être un petit peu moins connu, une gestionnaire de collection archéologique. Et donc, nous avons Stéphanie Hurtin. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Donc, pour commencer cette table ronde, est-ce que vous pourriez d'abord nous expliquer qu'est-ce que c'est l'INRAP en quelques mots ? Oui, donc l'INRAP, donc l'Institut national d'archéologie préventive, nous opérons à l'échelle de la France et aussi un petit peu à l'étranger. Et donc nous intervenons dans le cadre d'opérations préventives, c'est-à-dire que nous intervenons avant les travaux. Ça peut être des travaux autoroutiers, des zones industrielles. On intervient en amont de ces travaux pour enregistrer, étudier les vestiges archéologiques et puis ensuite, en général, libérer les terrains des contraintes archéologiques. Vous intervenez tous à des étapes différentes des fouilles préventives. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ces étapes ainsi que vos différents métiers ? Nous, avant d'intervenir sur une fouille archéologique proprement dite, la première étape, c'est ce qu'on appelle le diagnostic archéologique. Donc, c'est tout simplement sur un terrain où on a des soupçons de vestiges, ou quelquefois pas du tout. On est, par exemple, en périphérie de vestiges archéologiques connus. Donc, on va intervenir dans un premier temps pour vérifier la présence d'éventuels vestiges et évaluer leur intérêt scientifique. Et à partir de ce premier travail, au niveau de la DRAC, du service régional de l'archéologie, le choix sera fait de fouiller ou non en fonction de l'intérêt des vestiges. Et la seconde étape, c'est la phase de fouille proprement dite. Par exemple, j'interviens essentiellement sur les opérations de fouille. Là, je reviens d'un gros chantier qu'on a réalisé sur 2 années à côté de Carhaix. Donc c'est un chantier qui a duré une année complète, sur lequel on a découvert toute une série de vestiges. Donc ça, c'est vraiment la première étape. Donc on travaille avec une équipe de différents spécialistes. Et dans un second temps, donc c'est ce qui va se passer pour moi dans les mois qui viennent, on va rentrer dans une seconde phase, la phase qu'on appelle la phase de post-fouille. Donc c'est la phase d'étude où on va étudier l'ensemble des données qu'on a pu récolter sur le terrain et puis retranscrire tout ça sous forme d'un rapport de fouille, mais également par la suite d'articles, de publications ou de communications dans des colloques. Alors effectivement, le gestionnaire de collection archéologique, c'était un petit peu des nouveaux métiers. Ils ont émergé il y a, on va dire, une bonne dizaine d'années. Et on va dire que le gestionnaire de collection est le garant de la conservation des mobiliers archéologiques qui sont découverts par les archéologues. Donc il va veiller, il va faire le suivi de tout ce mobilier qui va être récolté par les archéologues durant toutes les étapes qu'a abordé Stéphane, donc du terrain, jusqu'au moment de la post-fouille. Et puis, ce qu'il faut aussi soulever, c'est que nous, on en a, on va dire, la garde que le temps de l'étude. Dans les termes de la loi, on va dire que c'est 2 ans. Donc, on a juste ce temps de garde et ensuite, on doit transmettre ce mobilier ainsi que la documentation qui a été produite pendant la fouille au service régional de l'archéologie, qui, eux, en ont la garde d'une manière pérenne. Voire éventuellement, il peut y avoir des transferts jusqu'au musée quand les objets sont assez exceptionnels ou d'un intérêt scientifique particulier. On va essayer de faire le lien entre les équipes
Et également les services de l'État, mais également les partenaires extérieurs. Donc ça va être par exemple les laboratoires. Là récemment, on a une équipe qui est sur Sarzeau et qui a découvert un dépôt de haches. Et ce lot-là, donc je l'ai emmené en urgence au laboratoire Arcantique vendredi dernier pour qu'il soit pris en charge d'une part pour faire une demande de devis et ensuite pour qu'il soit ce qu'on appelle mis en état pour étude, c'est-à-dire stabilisé, nettoyé, lisible en fait si vous voulez, pour qu'ensuite nos chercheurs puissent les étudier sans risque de les altérer, sans risque de les casser et également pour que ces objets puissent être préservés pour le futur, pour toujours, quoi. Voilà, grosso modo, notre travail, plus la collecte, donc la documentation, donc tout ce qui est produit par l'archéologue, donc les dessins, les photos. Alors, pour ma part, en tant que chargée du développement culturel et de la communication, je contribue à tout ce qui va permettre de valoriser le travail des archéologues, des spécialistes et les découvertes, bien entendu, faites sur le territoire auprès d'un public le plus large possible. Ce qu'on appelle le grand public, en tout cas un public non spécialiste. Et en ça, en fait, j'aide à contribuer à une des 3 missions de l'Institut, qui, en plus de la réalisation des opérations archéologiques et du travail de recherche scientifique, a également pour objectif de valoriser et diffuser ces connaissances. Et pour ce faire, j'interviens un petit peu à toutes les phases qui ont été évoquées par les collègues. Ça peut être dès la phase terrain, Stéphane l'a un petit peu évoqué. On peut déjà communiquer en phase terrain, on peut organiser des visites dans certaines conditions pour les publics scolaires, pour le grand public. On peut aussi faire venir les médias pour documenter et communiquer sur la fouille dans une phase très précoce. Mais on peut aussi, bien sûr, intervenir plus tard pour organiser des conférences ou contribuer à des expositions. Et pour ce faire, là, je vais davantage travailler avec les gestionnaires de collections archéologiques, donc comme Stéphanie, pour pouvoir présenter du mobilier qui éventuellement serait encore conservé chez nous, alors juste avant ou juste après l'étude, ou d'une manière plus générale, pour valoriser les connaissances. Alors, quand je parle d'exposition, on y reviendra peut-être plus tard, mais ça peut être des expositions assez légères qu'on va concevoir nous-mêmes, ou bien ça peut être des projets plus ambitieux qu'on va développer dans le cadre de partenariats culturels avec un certain nombre de musées, par exemple, d'associations de collectivités autres, mais surtout des musées ou des centres d'interprétation du patrimoine. Voilà. Et puis, j'interviens également dans un champ plus événementiel, puisqu'on a 3 rendez-vous annuels qui nous permettent d'être un peu plus visibles peut-être, les journées européennes de l'archéologie en premier lieu au mois de juin, mais aussi les journées du patrimoine et la fête de la science. Donc, très bien. Et est-ce que maintenant vous pourriez nous dire comment vous êtes arrivé à l'INRAP et ainsi que nous raconter brièvement votre parcours personnel? J'ai le micro, je vais le garder. Moi, je suis scientifique de formation, je suis biologiste, puisqu'après des études en biologie, j'ai effectué un doctorat en biologie. Plus précisément, j'étais dans le domaine de l'immunologie. Ça peut paraître un petit peu loin de l'archéologie, mais très vite, après ma thèse, ce qui m'a intéressée, c'est de travailler sur ces questions sciences et société, et donc de travailler dans le domaine de la médiation scientifique. J'ai travaillé pour une première association qui s'appelait l'association Sciences, Techniques et Technologies, pour laquelle j'ai travaillé en itinérance sur des sujets comme l'alimentation ou la génétique. Puis j'ai travaillé au Palais de la Découverte à Paris, où là j'étais chargée de proposer des exposés, des animations, des ateliers, mais aussi des formations en biologie moléculaire, c'est-à-dire tout ce qui est lié à la génétique, et ça permettait d'aborder des grands thèmes comme les empreintes génétiques, la police scientifique, la thérapie génique, les OGM, etc. J'ai poursuivi à Angers où j'étais ensuite responsable d'une association de culture scientifique qui était également sur ces mêmes thématiques. Et ensuite, ça a été un peu le grand saut lorsque je suis arrivée à Rennes il y a une 15aine d'années, puisque là, j'ai souhaité me tourner vers plus une dimension culturelle plus forte, on va dire. J'ai eu cette opportunité de rentrer à l'INRAP et de me plonger dans les sciences humaines, ce qui était très intéressant puisque pour moi, c'était un peu à la frontière entre les sciences un peu plus dures d'où je venais
et le côté culturel que je recherchais. Et à l'INRAP, il y a tout ça, puisqu'il y a un côté très scientifique avec des spécialistes, par exemple les palynologues, spécialistes des grains de pollen, qui travaillent en laboratoire pour retrouver les essences d'arbres ou de plantes qui étaient cultivées sur les chantiers de fouilles ou à proximité, les carpologues qui étudient les graines, les xylologues qui étudient les restes de bois, etc. Les anthropologues, évidemment, qui étudient les restes humains et nous en apprennent beaucoup sur les individus eux-mêmes, mais plus généralement sur les populations, l'état sanitaire des populations, par exemple. Voilà, donc un côté très scientifique avec lequel j'étais très à l'aise. Et puis, de l'autre côté, ces interrogations plus générales sur l'organisation des sociétés et l'archéologie, en étudiant le passé, permet aussi de s'intéresser, en tout cas d'apporter un éclairage à des questions qui sont encore, qui sont d'actualité. Alors moi j'ai un parcours un petit peu particulier puisque j'ai commencé l'archéologie quand j'étais en CP. Voilà. Dans mon entourage, je connaissais déjà des archéologues. Alors, jusqu'au collège, voilà, ça m'intéressait, mais je voulais être astrophysicien plutôt à l'époque. Au collège, j'ai eu un copain, son père était archéologue, et c'est là vraiment que j'ai commencé à m'y intéresser un peu plus, et en allant tout simplement, on avait des programmes de prospection dans la vallée de la Vilaine, au sud de Rennes, et on allait prospecter les champs labourés pour retrouver des sites préhistoriques, des sites gallo-romains, enfin voilà, toutes sortes de choses. Et du coup, j'ai commencé à côtoyer le monde de l'archéologie de cette manière-là. J'ai rencontré très jeune Jacques Briard, donc, qui était un des grands spécialistes de l'âge du bronze en France. Et puis j'ai commencé à fouiller l'été sur les chantiers, ce qu'on appelle les fouilles programmées. Contrairement aux fouilles préventives, ce sont des fouilles qu'on va effectuer donc dans le cadre d'un programme de recherche, donc pas forcément sur des sites qui sont menacés. Et j'ai commencé à travailler, alors surtout en bénévole, donc je passais tout mon temps libre sur les chantiers de fouilles. Quand est venu le temps de rentrer à l'université, je me suis posé la question de faire des études d'archéologie. Et tous les professionnels autour de moi, à l'époque, l'archéologie préventive n'était pas encore développée, m'ont déconseillé de le faire. Et du coup, j'ai fait des études de sciences économiques. Arrivé en maîtrise, c'est le Master 1 aujourd'hui, j'ai eu l'opportunité d'avoir un premier contrat. Donc, je suis rentré dans le métier de cette manière-là. J'avais quand même derrière moi un gros bagage de terrain, et puis j'avais déjà aussi publié des articles. Voilà. Et j'ai fait toute ma carrière. Je n'ai fait que de l'archéologie tout au long de ma vie. Voilà. Oui, alors moi aussi, je peux dire que j'ai commencé très tôt. J'ai la chance d'avoir une grand-mère qui était céramiste néerlandaise. Elle emmenait dans les musées et travaillait beaucoup nous renseignait sur la technique de peinture, sur les arts primitifs essentiellement, puisque en tant que céramiste, elle s'est beaucoup intéressée à l'art japonais, le raku, enfin voilà. Donc on rentrait dans la matière, voilà. Et ça, je trouvais ça passionnant. Bon, moi j'ai fait une filière scientifique et arrivé la fin de la terminale, je dis, oh là, je fais un break, je vais faire histoire de l'art, parce que finalement, c'est quelque chose qui me motivait vraiment, juste pour faire un petit break. Voilà, sachant que ma mère avait aussi fouillé à Saint-Romain-en-Galles dans un chantier international. Voilà, et me disent toujours, oh Stéphanie, tu devrais être archéologue un jour. Voilà, et donc, je dis non, jamais de ma vie. Et finalement, ça m'a rattrapée. Je ne suis jamais sortie des bancs de la fac. Je suis allée jusqu'en maîtrise à l'Université de Lyon. Et suite à ça, j'ai poursuivi dans cette filière archéologique. Et je suis très contente, en fait, de faire ce que je fais, puisque j'allie à la fois l'aspect scientifique qui me motivait aussi quand même au départ dans le cadre de mon lycée, puisque classer, ordonner, ranger, la donnée scientifique, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. C'est à partir de ces éléments-là qu'on va pouvoir bâtir des hypothèses sur les sites archéologiques. Et également la partie patrimoniale. Quand je sors d'une belle exposition, je suis contente. Voilà, c'est un moment où je me sens bien, j'ai passé un bon moment et ça me fait énormément du bien. Et ça aussi, de pouvoir participer à cette valorisation du mobilier archéologique, du travail de nos collègues, voilà, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Donc voilà mon parcours. Alors vous en parliez un petit peu à l'instant, mais nous, notre thématique de cet épisode, elle est surtout axée sur la médiation. Et donc on va y venir. Et pour commencer, est-ce que vous pourriez chacun essayer de nous définir en une phrase ce que c'est vraiment pour vous la médiation ?
Pour moi, la médiation, c'est une mise en relation entre un public et un contenu, ou un public et un scientifique, en fait, on va dire. Et les deux choses sont importantes, c'est-à-dire parfois c'est la relation qui va être plus importante. Et j'ai bien dit mise en relation, c'est-à-dire que je vois ça comme quelque chose qui va dans les deux sens. Bien entendu, on propose des contenus quand on est en médiation, mais un public n'arrive jamais vierge. Un public peut arriver parfois avec des préjugés, mais pas que. Il arrive surtout avec déjà un lot de connaissances et surtout avec une curiosité, sinon il ne serait pas là. Donc voilà, c'est ça qui m'intéresse en tout cas dans la médiation, et c'est faire réfléchir et faire se poser des questions. Peut-être qu'on va repartir avec plus de questions que de réponses, mais c'est pas grave, il y a quelque chose qui s'est mis en route. Mais quasiment tout a déjà été dit. Alors pour moi, effectivement, ce qui est important, c'est l'interaction entre les archéologues et le public, alors aussi bien les scolaires que leurs parents ou les visiteurs sur les chantiers. Donc c'est restituer aussi notre mémoire à partir des vestiges qu'on va découvrir sur le terrain. Ce qui est important dans cette médiation, c'est de faire un retour vers le public, notamment concernant notre métier et les données, parce que les archéologues, pendant très très longtemps, c'était une sphère très très fermée, et il n'y avait vraiment pas de retour vers le grand public. Et c'est vrai que depuis quelques années, ça change un peu, quoi. Donc, on fait part de nos découvertes, et pendant très très longtemps, ce n'était absolument pas le cas. Alors, pour moi, j'ai envie de dire que la médiation, ça permet de partager. Voilà, partager entre des professionnels, du monde des métiers, enfin des musées, et puis un public, et tout type de public. Voilà, il n'y a pas un public ciblé en particulier. J'aime bien l'idée qu'il peut y avoir plusieurs grilles de lecture aussi, dans le cadre d'une médiation. Ça, c'est bien, parce que les gens peuvent questionner à un moment donné, poser des questions pour approfondir un sujet. On n'est pas obligé de tout dire. On peut laisser aussi le temps de l'émotion, je trouve, le temps de se questionner soi-même. J'aime pas trop les cartels trop... trop développé. Voilà, j'aime les choses un peu plus simples. J'aime bien l'idée de la promenade dans la médiation, avec une interaction qui reste vraiment le partage. Un sujet qui m'est très sensible sur la question du patrimoine archéologique, qui est un patrimoine fragile. On n'a pas encore assez conscience, je trouve, dans nos sociétés, que c'est un patrimoine qui reste relativement fragile. Nos dépôts ne sont pas si grands que ça. Il n'y a pas tant de mobilier que ça. Et en plus, souvent, ils s'altèrent, il faut faire attention à tout ça. C'est vraiment leur expliquer, attention là, pourquoi il ne faut pas marcher sur tel mur quand on visite un site archéologique ? Parce qu'il va se détériorer. D'avoir conscience en fait de l'intérêt de garder ces souvenirs, cette mémoire du passé, puisque finalement c'est tout ce qui restera de l'histoire finalement, une fois qu'on aura aménagé plein de métros, plein de bus, de lignes de bus, de tramway à Rennes. Vous nous avez tous parlé un peu de la place que prenait la médiation dans vos métiers. Est-ce que maintenant, pour un peu plus éclairer nos auditeurs et auditrices, vous pourriez donner peut-être un exemple précis d'un moment où vous avez été en contact avec le public ou d'un projet que vous avez mené, d'outils que vous mettez en place ? Le dernier exemple qui me concerne, donc c'est l'été dernier, donc lors des Journées européennes de l'archéologie, nous avons donc ouvert notre chantier de fouilles au public, donc c'était à Carhaix. L'idée, c'était déjà de faire part d'une partie des découvertes. Donc, on a balisé un certain nombre de cheminements sur le chantier, de façon à présenter quelques vestiges. On avait organisé des ateliers avec, alors notamment pour les enfants, par exemple un atelier autour du torchis. On avait également un atelier où on remontait des poteries. Voilà. Moi, la médiation, c'est un petit peu mon quotidien, en tout cas la mise en place de projets de médiation. Pour illustrer un petit peu, en plus des portes ouvertes qu'évoquait Stéphane à l'instant, il nous arrive aussi, dans le cadre des Journées de l'archéologie, d'organiser des villages de l'archéologie. Et sur Rennes, on a eu l'occasion de le faire plusieurs fois, 2 fois au Parc des Tanneurs, en lien avec une fouille qui était sur place.
et une autre fois sur le parvis des Champs Libres, donc grand équipement culturel qu'on investissait. On investissait à la fois le parvis avec différents stands proposés sous Barnum et l'intérieur, le grand hall. Alors un village, qu'est-ce que c'est ? C'est un endroit qui permet de rassembler plusieurs acteurs de l'archéologie. Donc il y avait des stands qui étaient animés par l'INRAP ou avec des ateliers pour différents publics. Il y avait un module de fouille. Il y avait un certain nombre de métiers qui étaient présentés. On pouvait remonter de la céramique. On présentait aussi les dernières découvertes, l'actualité archéologique sur Rennes. Et puis donc d'autres acteurs qui nous rejoignent, des associations étudiantes par exemple, qui proposaient eux aussi différentes animations. Donc l'idée c'est quand même de fédérer sur un lieu, unité de temps, pour montrer un petit peu différentes facettes de l'archéologie. Pour prendre un autre exemple encore, on est également impliqué dans le champ de l'EAC, l'éducation artistique et culturelle. Et dans ce cadre-là, avant la construction des établissements scolaires, donc la première fois un lycée et la deuxième fois un collège, il se trouve qu'il y a eu des fouilles archéologiques préventives. Et elles ont livré 2 sites. La première, pour ce qui est du lycée, c'était un site de la Première Guerre mondiale et la deuxième de la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, on a monté un projet avec les enseignants, notamment professeurs d'histoire, professeurs documentalistes, pour travailler sur ces découvertes. Et avec les élèves, on a construit un projet d'exposition. Donc, ils ont travaillé sur le mobilier archéologique, notamment, sur les rapports de fouilles, aussi sur les images d'archives, parce qu'on a beaucoup d'archives, notamment les archives américaines qui sont libres de droit. Donc, ça permettait de retrouver des images du site qui avait été, de ce qui se passait sur le site qui avait été fouillé. Donc, on pouvait mettre ça en regard des photos de terrain. Et ça a pu donc aboutir à une exposition dans laquelle les lycéens ont pris vraiment une part importante, et on a même pu présenter le mobilier qui avait déjà été versé à l'État dans ce cas de figure-là. Et donc on avait pu ressortir et présenter au public pendant quelques temps. Moi, j'ai envie de parler je vais revenir sur Trémuson, mais c'est quand même c'est quand même le site emblématique. Pour moi et certains de nos collègues, c'était quand même des découvertes exceptionnelles. Je ne sais pas si vous connaissez, mais ont été découverts à Trémuson dans les Côtes-d'Armor, dans un puits, notamment 3 petites statuettes gauloises, ainsi qu'un sceau en if. Qui a conservé entier, complet, qui a conservé son cerclage avec un décor dit type celtique, et également dans une fosse à proximité, donc une statuette, un buste un peu plus grand, avec tout le détail sur sa chevelure, le torque, etc. Ces objets étant exceptionnels, bien entendu, ils ont fait l'acquisition par le musée de Bretagne très rapidement. Or, il nous semblait important pour la population locale de pouvoir revenir sur ces découvertes, et pour cela on a organisé une grosse exposition dans la médiathèque en faisant un petit peu le bilan des découvertes dont Stéphane a participé, d'ailleurs le bilan des découvertes sur la commune de Trémuson. Donc une dizaine de sites ont été présentés sous forme de kakémono avec des panneaux, des photographies, etc. Et pour ces objets exceptionnels qu'on ne pouvait pas sortir du musée pour exposer pour des questions, vous comprenez bien, d'assurance dans la médiathèque, nous avons réalisé des facsimilés. Notamment, les statues de Trémuson ont fait l'objet de facsimilés par le laboratoire argentique à Nantes, et on a fait faire réaliser une vitrine spéciale qui évoquait le type d'hôtel qu'on pourrait imaginer dans lequel seraient fichées ces statues. Et quant au sceau, on l'a fait numériser et on a pu, par l'intermédiaire d'une vitrine holographique, présenter le sceau avec des indications sur le décor, la technique de fabrication. Ça, plus les autres objets des autres fouilles ont été également empruntés au SRA pour pouvoir les présenter au public. Et pour nous, c'était une expérience homemade, puisqu'on n'a pas du tout l'habitude de faire des expositions nous-mêmes. Habituellement, on nous sollicite pour participer avec des partenaires à des expositions. Là, c'était une première. Et franchement, on a eu un succès extraordinaire. Il y a eu toute une série de propositions qui ont été faites à différents temps durant 6 mois. Donc, je trouve que c'était une belle expérience. Voilà, je trouve ça bien de pouvoir le dire. Alors souvent, on associe l'accessibilité à la médiation. Comment est-ce qu'on fait pour rendre l'archéologie accessible à tous ? Par exemple, quand vous accueillez des publics sur des chantiers de fouilles, peut-être, est-ce qu'il y a cette question-là qui se pose à vous ? Peut-être une question pour vous, Sandrine ? Alors, sur les chantiers de fouilles, la question peut être
délicate a priori parce que par définition c'est un chantier, donc c'est un petit peu compliqué. Mais on a cette attention-là. De toute façon, quand on accueille du public sur un chantier, on est obligé de le sécuriser, d'évidemment signaler les obstacles, les zones dangereuses, mais au-delà de ça, d'aménager un parcours avec des grilles, un circuit, etc. On ne va pas n'importe où sur un chantier de fouilles, puisqu'il faut évidemment préserver les vestiges et puis éviter les accidents. Donc on aménage le chantier avec des voies de circulation et un circuit de visite. Ça, c'est la première chose. On conseille quand même aux personnes de venir avec des chaussures un peu adaptées à un chantier. Et après, on fait au mieux. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des personnes âgées, par exemple, parfois avec des béquilles. Il y a évidemment des poussettes qui peuvent venir. Donc, quand on peut, on signale à l'entrée. On a toujours un dispositif d'accueil où on est assez nombreux sur le chantier pour pouvoir un peu répondre à ces demandes un peu spécifiques. Il est arrivé parfois de garder les poussettes à l'accueil sur les portes ouvertes. Ce qu'on fait, si les sites sont très vastes, je pense aux chantiers qui sont en milieu rural, avec parfois des longues distances à parcourir, on fait attention, on peut installer des chaises ou des bancs aux différents points d'intérêt. Là, on va s'arrêter pour faire des présentations. Et pour les personnes qui seraient plus spécifiquement en fauteuil roulant, on fait du sur-mesure. C'est-à-dire quand elles arrivent, on leur explique. En général, on aménage au moins un point de vue. Et si elles le souhaitent, on peut les accompagner en fonction de si ça passe ou si ça passe pas. Souvent, elles vont d'ailleurs plus loin que ce qu'on avait imaginé, et c'est tant mieux. Il nous est arrivé aussi d'organiser des visites en langue des signes, avec donc un interprète qui est habilité pour le faire. Là où c'est un petit peu compliqué, c'est qu'il ne suffit pas de proposer la visite, il faut aussi communiquer auprès de ces publics-là qui ont souvent leur propre réseau de diffusion et ça demande un travail un peu de longue haleine et qu'on n'a malheureusement pas toujours le temps de faire comme il faudrait. Parce que sur les chantiers de fouilles, on est toujours sur des temps très courts. C'est pas comme une action pérenne qui reviendrait chaque année avec des dates fixes. Donc on le fait de temps à autre, mais ce n'est pas systématique. Et effectivement, avec Stéphanie, on a été sollicité par un IME qui avait un petit jeune d'une quinzaine d'années au départ, qui se passionnait, alors plutôt pour la paléontologie, mais en tout cas pour les périodes anciennes. Donc la psychologue au départ de l'établissement nous a contactés en disant est-ce que vous pourriez l'accueillir en stage ou autre. Alors on ne savait pas du tout comment répondre à cette demande. On a organisé une première rencontre en visio. Puis il s'est avéré qu'on s'est dit que peut-être on pouvait tenter quelque chose. Alors peut-être pas un stage dans un premier temps, mais au moins le rencontrer déjà, se rencontrer, savoir qui il était, qui on était. Et le contact est immédiatement passé avec ce jeune homme qui avait à peine franchi les portes de l'INRAP, qu'il était déjà en train de nous assaillir de questions par rapport à des photos qu'il voyait dans le couloir, etc. On a organisé plusieurs séances. Une première fois, il est venu au centre de recherche archéologique et il a rencontré quelques collègues spécialistes, il a vu un petit peu de mobilier archéologique, on a discuté de frises, de la frise du temps, frise chronologique. Et puis une deuxième fois, il a pu venir sur un chantier en observation. Il a même pu, grâce à un collègue, essayer de faire une coupe dans un fossé. Il était très, très fier, évidemment. Il a également dessiné une coupe. Et puis, il est revenu pour 2 autres séances. Alors, à chaque fois, c'était des propositions sur mesure. On travaille avec un spécialiste. On faisait vraiment quelque chose de très particulier pour pouvoir l'accueillir dans de bonnes conditions. Et ça a été extrêmement positif, aussi bien pour nous, pour les collègues, parce que ça permettait, nous, de travailler pas de travailler, mais d'ouvrir ça, d'amener ça aussi. On a constaté un accueil très, très positif de la part des collègues, et c'est une manière de contribuer aussi à la lutte contre la discrimination, de montrer que c'est possible d'accueillir des personnes. Alors, j'ai pas dit l'essentiel, pardon, il va peut-être falloir le remettre dans le bon sens. Ce jeune homme était atteint d'un trouble du spectre autistique. J'aurais dû commencer par là. Ça n'a pas empêché donc cette rencontre de se faire. On a discuté avec la psychologue et les éducateurs qui sont venus, qui ont assisté à quelques séances, qui étaient étonnés de voir comment ce jeune homme se comportait, parce qu'il était extrêmement à l'aise par rapport à ce qu'il craignait, pas du tout intimidé. Je crois qu'il était tout simplement heureux de rencontrer des passionnés, des personnes qui pouvaient enfin répondre à toutes les questions qu'il se posait. Et de voir des gens aussi passionnés que lui, je crois que ça lui a fait beaucoup de bien. Et surtout,
on l'a vu évoluer en quelques mois, et la dernière séance, il a pu venir tout seul et rester sans accompagnateur, ce qui, pour nous tous, était quand même une grande joie, en fait, une certaine fierté aussi. L'idée, c'est de se dire qu'on peut aussi, nous, dans le cadre d'un service public, on va dire un établissement public comme l'INRAP, on peut se donner parfois une petite parenthèse, un petit temps pour accueillir en fait ces personnes qui sont en situation de handicap ou favoriser effectivement des visites un peu privées, on va dire, pour aménager des conditions adéquates pour des visites ou des ateliers. On n'a pas toujours le temps de complètement développer ça en local, mais quand on a la demande, quand on a des sollicitations, on essaye vraiment de trouver des solutions. Et je pense à un chantier sur Angers, c'était le chantier du parvis de la cathédrale d'Angers, donc c'était il y a 2 ans, qu'on a ouvert au public, et on a une association qui s'occupait de personnes porteuses de handicap, et de mémoire, il y avait du handicap physique et handicap mental. Et ils nous ont demandé s'ils pouvaient venir visiter le chantier en même temps que le grand public. Et en fait, on a réfléchi. On était évidemment très partant pour les convier, mais on s'est dit que ce serait pas adapté du tout, qu'ils ne pourraient pas suivre pour des tas de raisons, y compris logistiques. Donc en fait, on leur a proposé une visite spécifique un peu plus tôt, quelques heures plus tôt, avant l'arrivée du public, avec un parcours un peu aménagé et un point de vue différent, et ce qui était une meilleure solution que de leur dire venez, c'est ouvert à tous, venez, en fait. Donc on a adapté les choses pour que ça se fasse dans de bonnes conditions. Et plus généralement, au niveau national, on a une personne dédiée au développement des publics qui travaille à la direction de l'INRAP à Paris, et qui travaille par exemple avec l'Institut des jeunes aveugles. Et là, il y a des interventions en classe qui ont été adaptées, et on a des collègues qui vont faire ces interventions-là en présentiel ou en visio également, ça doit se faire. Donc il y a une réflexion au niveau national, et après en local, on adapte en fonction des possibilités. Très bien, merci beaucoup pour ce témoignage qui est très intéressant, et il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais on est sur la bonne voie pour rendre en tout cas les chantiers, ou du moins la culture en général, accessible au plus grand nombre. Maintenant, on s'interrogeait, vous travaillez tous les 3 donc à l'INRAP Grand Ouest, ça correspond à quel territoire ? Alors effectivement, on a un découpage de l'Institut en grandes interrégions. Et Grand Ouest, ça couvre 3 régions administratives qui sont la Normandie, la Bretagne et les Pays de la Loire. D'accord, très bien. Donc c'est quand même un grand espace, un grand territoire dont vous pouvez intervenir. Sauf qu'en principe, Stéphane et moi-même travaillons que pour la Bretagne. En principe, je dis bien, parce que parfois il peut y avoir effectivement des porosités avec les autres régions selon des demandes particulières. Voilà. D'accord, très bien. Et donc, est-ce que au cours de votre carrière, vous avez vu des spécificités en archéologie en Bretagne ? Est-ce qu'il y a des typologies de sites archéologiques qu'on retrouve plus en Bretagne qu'ailleurs ? Oui, effectivement, ce qui se passe, une des spécificités de l'archéologie préventive, ce sont les grands décapages. Donc, c'est-à-dire qu'on peut découvrir plusieurs hectares. Hein. Si je reprends toujours la fouille de Carhaix, on a pu ouvrir une fenêtre d'observation sur 12 hectares. Donc, ce qui est très très conséquent, et qui nous permet du coup d'observer l'évolution d'un territoire sur le temps long, hein, depuis la préhistoire jusqu'à l'époque contemporaine, je dirais. Et pendant très très longtemps, on a eu des périodes comme le Haut Moyen-Âge, comme l'âge du bronze, la période sur laquelle je travaille, qui étaient les parents pauvres, hein, de l'archéologie préventive. Et depuis, on va dire depuis une vingtaine d'années, même un peu plus maintenant, les connaissances se sont renouvelées, hein, aussi bien quasiment pour toutes les périodes. Mais donc, pour le Haut Moyen-Âge et l'âge du bronze, par exemple, on a complètement renouvelé nos connaissances. Si je me concentre sur l'âge du bronze, hein, avant les années 2000, ce qu'on connaissait de cette période, c'était les tumulus, hein, donc les structures funéraires, et puis les dépôts métalliques. Et depuis, en fait, on a un autre pan de ces sociétés, c'est tout ce qui concerne l'habitat, hein, l'exploitation du sol. Donc on a énormément de sites d'habitat, et puis tout leur environnement. On peut restituer les paysages, par exemple, étudier les systèmes agraires, l'organisation du territoire. Donc ça, ce sont des
des choses qui ont complètement renouvelé nos connaissances donc depuis 20-25 ans. Pour avoir cheminé aussi dans d'autres régions, j'ai envie de dire que c'est aussi une région où en fait le terrain étant relativement acide, on a un peu moins de mobilier archéologique que dans les autres régions. Un mobilier aussi qui est parfois beaucoup plus fragile, notamment tout ce qui est les objets en métal. Voilà, on a un petit peu moins altéré, ou alors en milieu rural, tout ce qui est en os ou autre, en fait, ne sont pas conservés. Et donc, on se demandait aussi, est-ce qu'en Bretagne ou dans le Grand Ouest en général, il y a un engouement pour la thématique de l'archéologie, plus qu'ailleurs ? Est-ce qu'il y a plus d'associations qui sont dynamiques dans ce sujet ? Est-ce que par hasard, l'INRAP travaille avec ce genre d'association ? Moi, je pense que dans beaucoup de régions, il y a un engouement pour l'archéologie. Il y a beaucoup d'associations effectivement qui existent. Depuis le 19e siècle, on va dire qu'il y a eu des sociétés savantes, des érudits locaux, des amateurs. Après, c'est vrai que l'archéologie s'est professionnalisée. On leur a peut-être fait un peu plus d'ombre, on va dire, et qu'on a pris une autre place. Sur cette question de la médiation en archéologie, dans le Grand Ouest, mais en Bretagne en particulier, c'est vrai qu'il y a un dynamisme particulier. Il y a de l'intérêt pour l'archéologie partout en France, je rejoins Stéphanie, mais c'est vrai qu'en Bretagne, il y a beaucoup de structures qui sont présentes, qui sont actives, alors avec lesquelles on peut collaborer de différentes manières, mais par exemple, on prétend des ressources. On a un certain nombre de ressources pédagogiques, des petites expositions légères, par exemple, qu'on peut prêter clé en main. Donc, on est régulièrement sollicité. Ce dynamisme, il se voit aussi sur les journées de l'archéologie. Chaque année, on a pas loin d'une centaine de lieux qui proposent des choses sur le Grand Ouest. Et puis, dès qu'on propose quelque chose, sur nos portes ouvertes de chantier, on a toujours des fréquentations records. Ça peut aller facilement à plus de 1000 personnes par jour. On s'est vu monter à 3000 et même 5000 personnes. Il est arrivé d'être débordé. Ça se voit aussi sur des conférences, même dans des endroits un peu moins connus où on fait facilement le plein. Donc oui, il y a quand même quelque chose d'assez vivant en Bretagne. La région Bretagne est assez pilote sur ces questions de l'EAC en archéologie et a missionné une personne, Claire Tardieu, sur des missions de recensement et d'animation de réseau également. Et puis, un peu dans cette mouvance, il existe un institut national supérieur de l'EAC qui a ouvert il y a quelques années à Guingamp et qui forme des jeunes, enfin des étudiants sur ces questions-là. Alors, pas spécialement en archéologie, mais sur l'EAC. Donc, il y a quand même un dynamisme à l'échelle de la région Bretagne qui se voit au quotidien. Si pour revenir un peu au métier d'archéologue et au métier de l'archéologie en général, on a un peu ce côté mystérieux à la Indiana Jones, chasse au trésor, etc. qui persiste. Mais on se demandait qu'est-ce que c'est concrètement et d'être dans ce milieu-là. Est-ce que c'est facile d'y rentrer ? Est-ce qu'il y a la parité entre les professions ? Voilà. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu en général ? Pendant un temps, l'archéologie a été très très peu accessible. Il y a eu 20 ou 30 ans, quand l'archéologie préventive n'était, en tout cas dans notre région, n'était pas encore vraiment développée. Je dirais qu'aujourd'hui, alors c'est toujours un petit peu compliqué d'y rentrer, et puis surtout d'y faire carrière. C'est souvent un parcours un petit peu semé d'embûches et assez long. Mais je dirais qu'aujourd'hui, on est quand même dans une situation beaucoup plus favorable pour rentrer dans le métier. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que le métier d'archéologue, c'est un métier qui est extrêmement diversifié, puisqu'on a énormément de spécialités. On a aussi bien des techniciens sur le terrain dont le travail principal, ça va être effectivement de fouiller. Mais à côté donc dans les équipes, on va avoir toute une série de spécialistes. Donc ça peut être des céramologues, des spécialistes de l'environnement, donc qui vont étudier les graines, les pollens. Voilà, donc il y a énormément de portes d'entrée dans le métier. Donc suivant, voilà, donc on va avoir aussi bien des profils scientifiques que des historiens, que voire des informaticiens, voilà, donc c'est extrêmement varié. Et au niveau de la parité, je dirais que oui, le métier s'est beaucoup féminisé depuis quelques années. Je dirais même que maintenant sur les chantiers, moi dans mes équipes, j'ai en général
beaucoup plus de femmes que d'hommes, et je pense que c'est assez général. Est-ce que vous avez des conseils pour quelqu'un qui serait attiré par le milieu de l'archéologie ? L'archéologie, c'est quand même un métier de terrain, ça j'insiste beaucoup. Et l'idéal, c'est de participer, déjà pour voir si ça plaît, de participer à des chantiers de fouilles, donc ce que j'ai déjà évoqué, les fouilles programmées, donc les chantiers qui se déroulent souvent durant les vacances scolaires, c'est de participer donc à titre de bénévole. Il y a aussi possibilité de faire des stages, donc à l'INRAP on accueille aussi des stagiaires, donc ça permet déjà de découvrir le métier. Et ce que je conseille aussi, c'est de varier les types de chantiers, donc faire aussi bien, intervenir aussi bien sur des chantiers, par exemple un château fort, qu'un chantier préhistorique ou un chantier antique. On ne travaille pas forcément de la même façon. Et donc, est-ce que vous avez des recommandations de sites ou d'événements si les personnes sont intéressées pour aller voir comment ça se passe un chantier de fouilles ? On a déjà évoqué les journées européennes de l'archéologie, mais est-ce que vous avez d'autres événements ou d'autres sites que vous aimez particulièrement, plutôt en Bretagne ? Eh bien, pour découvrir un chantier de fouilles archéologiques en activité, alors en tout cas pour ce qui est de l'archéologie préventive, le mieux c'est de consulter le site internet des Journées de l'archéologie, donc événement qui a lieu au mois de juin. Certains chantiers peuvent aussi être ouverts dans le cadre des Journées du patrimoine qui ont lieu en septembre. Et puis, au fil de l'eau, dans l'année, il peut arriver qu'on ouvre des chantiers. Dans ce cas-là, il faut regarder l'agenda culturel en ligne sur le site de l'INRAP. Après, en dehors des chantiers de l'INRAP, il y a des sites archéologiques qui sont ouverts toute l'année. Alors, il y a un site à Coriosolis, par exemple, dans les Côtes d'Armor, qui est lié à un centre d'interprétation du patrimoine. Je pense à la villa gallo-romaine du Chiou. C'est dans les Côtes d'Armor. Il y a également tous les centres d'émossements nationaux qui peuvent se visiter. Donc ça peut être l'occasion de découvrir les sites mégalithiques, par exemple. Le centre d'interprétation de Vorgium à Carhaix, avec lequel on travaille aussi fréquemment. Il ne faut pas hésiter sur la route des vacances, aller se renseigner dans les différents offices de tourisme. Il y a plein de choses à voir et à faire. Eh ben, merci pour ces recommandations. Et enfin, dernière petite question pour finir cette table ronde. Est-ce que vous pourriez nous dire ce qui vous a le plus marqué dans votre carrière ? En termes de médiation, il y a eu un moment particulièrement fort. C'est la fois où on a ouvert le chantier de fouilles de la place Saint-Germain à Rennes. Une fouille qui était menée dans le cadre des travaux de la ligne B du métro. Sur cette place, en fait, les premiers niveaux dataient en fait de la Seconde Guerre mondiale et correspondaient à des habitats qui avaient été détruits par les Alliés, par un bombardement des Alliés en 1944. Il se trouve que donc, c'est les premiers niveaux de fouilles découverts et on a mis au jour, les archéologues, les collègues ont mis au jour les restes de sol par exemple, mais également des mobiliers, des assiettes fondues, un réveil qui avait été arrêté à l'heure du bombardement, etc. Et de cette place, on avait des images des bâtiments lorsqu'ils étaient encore debout parce qu'on les trouvait sur d'anciennes cartes postales. Et lorsqu'on a ouvert au public le chantier dans le cadre des Journées du patrimoine, on présentait un petit peu évidemment ces vestiges, quelques-uns des objets, mais aussi les découvertes qu'on avait pu faire. Et on a eu des témoignages de personnes âgées qui avaient vécu dans ces maisons-là. Donc c'était très très fort. Donc elles ont pu aller discuter évidemment avec le responsable et l'équipe de fouilles qui en plus étaient intéressés pour avoir des précisions par rapport à ce qu'ils trouvaient sur est-ce qu'il y avait tel ou tel type de boutique au rez-de-chaussée, etc. Et donc c'était vraiment particulièrement émouvant déjà de voir ce mobilier, mais encore plus de voir les personnes âgées qui enfants avaient connu ces habitats-là. Je dirais que la découverte de ces dernières années là, qui m'a le plus ému, en fait, la découverte d'une sépulture, donc à Plougonvelin, à la pointe de la Bretagne. Donc on était sur une nécropole du début de l'âge du bronze, donc d'environ 4000 ans. On avait une sépulture qui avait encore sa dalle de couverture, une sépulture en coffre. Et ce jour-là, on a soulevé la dalle avec une petite pelleteuse et la tombe était intacte. Donc on avait, c'est ce qui est relativement exceptionnel en Bretagne, quand on a soulevé la dalle, on avait le squelette d'une femme en l'occurrence qui était déposé au fond de la tombe. Et c'est vrai que ça reste une image marquante qui a pu en plus être filmée et enregistrée parce que ce jour-là, on avait la chance d'avoir un journaliste, un caméraman donc, qui a pu filmer la découverte intégralement et qu'on peut d'ailleurs visionner sur le site de l'INRAP.
J'ai un petit peu abordé tout à l'heure, mais c'est vrai que donc, les découvertes de la fouille de Trémuson, la Morandais, effectivement, c'est quand même des découvertes exceptionnelles avec beaucoup de stress, puisque du coup, on avait quand même tous les médias qui souhaitaient en même temps avoir des informations et nous, des contraintes, comme je disais à chaque fois, de conservation. Donc, il fallait un peu jongler avec une prise en charge rapide en laboratoire pour éviter que les objets s'altèrent. Donc, c'était compliqué aussi pour des questions de valeur marchande. Donc, il fallait sécuriser les lieux de stockage. Voilà, c'était beaucoup de stress, j'ai pas beaucoup dormi. Voilà. J'ai trouvé des lieux d'accueil pour ces objets-là très rapidement, plus un autre stress qui est celui aussi de gérer la propriété des objets, qui était un peu particulière sur cette fouille-là. Merci pour ces réponses et surtout merci beaucoup à vous trois pour votre présence, donc Stéphanie Hurtin, Stéphane Blanchet et Sandrine Lalin. Donc, grâce à vous, on comprend beaucoup mieux les coulisses de l'INRAP et les réalités du terrain, des métiers liés à l'archéologie. L'épisode touche à sa fin. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle enquête du patrimoine.